Je vous propose de plonger dans un monde que Philippe de Villiers n'aime pas beaucoup, c'est celui de la mondialisation des grandes marques internationales qui se mobilisent ces temps-ci sur le sujet de l'antiracisme. Samedi dernier, c'était L'Oréal qui annonçait qu'elle allait enlever certains mots de ses emballages de produits cosmétiques comme blanc, blanchissant ou clair. Et puis il y a eu Coca-Cola qui, lui, suspend ses publicités pour un mois sur tous les réseaux sociaux en visant spécifiquement Facebook, puisqu'il considère que ce réseau ne fait pas suffisamment pour stopper les propos racistes. Et puis, vous savez sans doute que Mars réfléchit à faire évoluer sa marque Oncle Ben's, avec en particulier la présence de ce personnage noir sur ses paquets de riz. Je vous donne un dernier exemple parce que celui-là, il n'est pas encore forcément très connu. C'est Quaker Oats, qui est une filiale de PepsiCo, qui promet de retirer d'ici la fin de l'année sa tante Jemima. Alors peut-être que vous ne la connaissez pas parce que c'est sur un produit qui est surtout vendu aux États-Unis. C'est une femme noire qui ornait depuis 130 ans son sirop d'érable. Quand vous voyez ce genre d'initiative, Gilles Smadja, est-ce que vous réjouissez? C'est quoi? C'est le capitalisme qui fait preuve de vertu? On peut se réjouir, mais pas longtemps, pas très longtemps. C'est-à-dire que, en fait, la volonté d'un certain nombre de marques de récupérer des thèmes d'engagement de société qui surgissent régulièrement dans l'actualité, cette volonté, c'est une stratégie marketing qui est très courante chez les anglo-saxons, qui est très courante aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir comment des grandes marques, je pense qu'ici on peut les citer, ça ne pose pas de problème, des grandes marques comme Nike, comme Coca-Cola ou même chez les GAFAM, il est intéressant de voir comment, au fil du temps, ces marques ont toujours essayé de se raccrocher à l'actualité et aux thèmes d'engagement, de féminisme, contre l'homophobie, contre le racisme aujourd'hui. Mais en réalité, ce sont vraiment des stratégies marketing. Moi, je trouve que l'exemple le plus significatif de cette volonté de récupérer et de détourner finalement d'une certaine manière les thèmes d'engagement, c'est ce qui s'est passé là il y a quelques jours chez Mercedes. C'est-à-dire que Mercedes a un pilote vedette en Formule 1, c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est un sportif qui est un descendant d'esclaves qui est de l'île de la Grenade. Et Lewis Hamilton, je crois sincèrement, il est profondément bouleversé, ému par l'affaire George Floyd, par l'assassinat. Voilà. Et donc, il veut faire quelque chose. Il a envie de réagir, il a envie d'utiliser sa position médiatique pour dire il faut que ça s'arrête, le racisme, ça n'est pas possible. Et là, Mercedes l'écoute, il va voir son directeur chez Mercedes, il lui dit il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai envie de m'exprimer, je ne peux pas ne pas réagir. Et là, la proposition que lui fait Mercedes, c'est de lui dire OK, on va peindre la voiture vedette Formule 1 en noir, on va mettre sur la voiture Black Lives Matter et on va mettre End of Racism sur la voiture. C'est-à-dire que ce qui est au départ une démarche tout à fait honorable et vertueuse de la part de Lewis Hamilton, ça devient une stratégie commerciale pour faire parler de Mercedes sur les circuits de Formule 1. Et là, c'est un vrai problème parce que du coup, le risque, évidemment, c'est qu'on risque de vider totalement du contenu de ces engagements et on risque de les banaliser dans des produits de consommation qui ne veulent absolument plus rien dire. Alors, nos internautes sont assez sceptiques sur ces initiatives. Regardez cette réaction de Ramnia Tagrobisbis qui nous dit donc maintenant c'est Coca-Cola qui décide quelles sont les opinions acceptables ou non. De toute évidence, ça ne lui plaît pas beaucoup. Et voici encore un témoignage, celui de Tsarkolit, qui considère que cette hystérie est totalement contre-productive et qu'elle aura à moyen et long terme les résultats exactement opposés au dessin visé. Et puis, c'est de l'avis de la très grande majorité de ceux qui s'expriment sur YouTube sur ce sujet. Est-ce que les marques en font trop en matière d'initiative antiracistes? C'est oui à 88%.
10%. Mais sur Twitter, il y a quand même des opinions plus tempérées. Par exemple, celle de Maïté Ramos qui nous dit « Ça n'est pas un problème que les marques s'engagent. Ce qu'il faut, c'est qu'elles communiquent mieux et qu'elles expliquent aux consommateurs le problème, le sujet. » Et puis un dernier point de vue, celui de Brian sur YouTube, qui considère que L'Oréal, donc L'Oréal qui a supprimé les mentions de produits blancs ou éclaircissants sur ses produits cosmétiques, c'est nul doute que L'Oréal va augmenter ses recettes financières avec sa politique anti-mention blanc sur ses produits. Est-ce que c'est si certain que ça, Judith Weintraub, que ce soit une bonne idée, même en termes de marketing, ces prises de position? Il y a des gens que ça peut énerver. Il y avait d'ailleurs sur Twitter des appels à un boycott de L'Oréal. Oui, alors tout de suite après, l'action a un peu baissé, d'ailleurs, l'action de L'Oréal. L'Oréal qui n'en est pas à son coup d'essai, c'est pour ça que c'est très étonnant qu'il continue. En 2018, ils avaient choisi comme mannequin pour un shampoing une femme voilée qui portait son voile pour vanter, pour vanter un produit pour les cheveux. Pas forcément incité à aller acheter le produit. Voilà, un choix qui lui appartient. Mais en plus, ils ont découvert que le mannequin en question était l'auteur de tweets très violemment anti-israéliens. Donc évidemment, la campagne a été annulée. C'est un jeu extrêmement dangereux. Moi, je trouve que c'est tout simplement prendre les gens pour des imbéciles que je ne connais pas. Alors, c'est surtout apparemment le marché asiatique, hein, les Japonais, les Chinois qui sont concernés, qui achètent ces produits dits éclaircissants ou unifiants du teint. Je ne crois pas du tout que les gens soient convaincus. On n'en a pas en tout cas de preuve du point de vue commercial, on a plutôt la preuve du contraire. Et quant au fait que ça devienne insupportable et au-delà des campagnes de boycott et de leur succès éventuel, je crois que oui, et ça a été, à mon avis, et c'est une des raisons pour lesquelles, malgré sa gestion pour le moins hasardeuse de la crise du coronavirus, Donald Trump commence à reprendre du poil de la bête parce que les manifestations à la suite de l'assassinat de George Floyd et les violences et les dérives de ces manifestations commencent à ressouder son électorat. Laurent Alexandre, quelle est votre intime conviction? Vous avez créé plusieurs sociétés, vous accompagnez des startups, donc vous connaissez intimement le monde de l'entreprise. Vous pensez qu'elles sont sincères, ces sociétés, quand elles font ça, ou que c'est juste commercialement efficace? En tout cas, c'est ce qu'elles croient. Je pense que les gens de L'Oréal sont très intelligents, savent qu'ils vont perdre quelques utilisateurs et quelques acheteurs qui vont, comme Judith, être énervés par cette récup. Mais l'essentiel pour L'Oréal, ce n'est pas le marché français qui est secondaire si l'on raisonne à la fin du siècle, puisque la population d'Afrique noire subsaharienne dépassera 4 milliards d'habitants en 2100. C'est un marché qui est 80 fois plus important que la France. Donc, L'Oréal veut donner des gages aux racialistes et aux gens qui défendent les populations afro-américaines ou africaines d'Afrique, ou pensent le faire. C'est une stratégie marketing qui, du point de vue de L'Oréal, est probablement gagnante, même si quelques bourgeois intellectuels humanistes parisiens vont être énervés. Mais comme je le suis, c'est-à-dire de remettre la race au cœur du discours social, au cœur du discours politique en 2020, j'ai envie de gerber. C'est-à-dire que la stratégie des Traoré, la stratégie des groupuscules racialistes qui veulent de l'apartheid, qui veulent des réunions non racisées où les Blancs n'ont pas le droit d'aller, qui veulent faire des réunions, des groupes, des partis par race, ça me donne envie de gerber. En tant qu'humaniste, ça m'insupporte. Mon progressisme est profondément affecté par ce retour de la race, et les gens comme L'Oréal qui jouent en réalité ce retour de la race en faisant des autodafés de marque et des autodafés de notices d'emploi, je trouve, ne sont pas très courageux et vont plutôt dans le mauvais sens par rapport à la vision humaniste que j'ai. Judith, vous vouliez réagir?
Non, juste que moi, je ne crois pas que les habitants des pays d'Afrique soient plus cons que le bourgeois blanc qui ne supporte pas ces manœuvres, hein. L'Afrique et les pays africains, heureusement, ne sont pas peuplés majoritairement de racialistes. C'est un phénomène absolument, enfin, beaucoup plus européen et américain, états-unien qu'un phénomène africain, hein. Rachel Binas, votre point de vue sur ce sujet? Mais je suis d'accord avec Laurent Alexandre. Je crois que c'est la première fois. Je vous avoue que ça me fait tout drôle. Mais déjà, non, je ne m'attends pas d'abord à ce que les marques, d'une manière générale, fassent preuve d'éthique, même quand elles l'affirment. Elles sont en effet régies par le marketing, par l'appât du gain, l'argent, cette courtisane universelle. Aujourd'hui, ils ont décidé de se saisir des enjeux diversitaires. Je dis aujourd'hui, ça remonte quand même à quelques années. On parle de L'Oréal, on pourrait parler de Netflix ou même de Uber, hein, Uber qui proposait une réduction aux clients, Uber États-Unis, Uber Amérique, aux clients qui décidaient de consommer chez un restaurateur noir. Ce qui peut paraître assez paradoxal, hein, parce que toutes ces marques participent aussi à l'exploitation des minorités qu'elles prétendent défendre. Ces gens-là pensent qu'ils participent à cette révolution, donc, et qu'ils vont envoyer des signes pour être mieux considérés dans l'espace public. Le problème, c'est que les marques participent de plus en plus à nos représentations du monde. Et leur rôle est vraiment croissant et profond. Ce qui pose problème, puisque là, ils réactivent ou activent des débats et des clivages raciaux. C'est pas seulement d'ailleurs dans la représentation et dans le marketing. Au sein même, justement, des entreprises, on observe justement cette perte de liberté et cette idéologie, voire même des pressions totalitaires auprès des employés. Petite anecdote, qui n'en est pas une en fait, hein, qui est simplement le reflet d'un mouvement plus profond, c'est cette journaliste, il y a quelques jours, cette journaliste canadienne, anglophone, de la CBC, qui a reçu un blâme, qui a dû s'excuser publiquement pour avoir prononcé, dans le cadre d'une réunion, le titre d'un livre, un livre québécois de Pierre Vallière qui s'appelle « Nègre blanc d'Amérique ». Ça lui a valu donc un blâme, demande d'excuses publiques, etc. Donc il y a un mouvement en effet très profond auquel participent largement les marques et qui en fait petit à petit scinde les sociétés, et d'autant plus la société française qui est éminemment une société nationale qui repose justement sur la République. Donc oui, il y a ces espèces de censure au nom de l'engagement et de l'empathie à l'égard de minorités sur lesquelles ces marques s'asseyent volontiers, hein. On pourrait ajouter quand même, on pourrait ajouter que là où il y a une certaine duperie, c'est que ces grandes marques qui se mettent dans la vague antiraciste, dans la vague des droits de l'homme, des libertés, il faudrait quand même qu'elles regardent ce qu'elles font, elles. Par exemple, quand on fait travailler des enfants en Turquie, en Indonésie, en Asie pour produire des baskets à des prix dérisoires, peut-être qu'il faudrait quand même commencer par se regarder soi-même. Oui, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'esclavage, il n'est pas justement dans ces pays occidentaux qu'on pointe du doigt, mais en effet dans les pays que vous venez de citer. Absolument. Au sujet, voilà. Gilles Smadja, vous disiez que vous aviez plutôt de la sympathie pour ces prises de position, même si vous ne les pensiez pas forcément sincères, mais est-ce que ce retour de la race dans le discours public, et notamment le discours des marques commerciales, ne vous inquiète pas? Alors oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que moi, je ressens quand même le besoin de modifier la représentation des sociétés dans l'ensemble des univers. Les marques, c'est un univers. La télévision, c'est un univers. Et je ressens quand même le fait qu'on ne peut pas occulter, nier le fait qu'il y a toute une partie de la société qui, jusqu'à présent, elle a quand même été largement mise de côté et on a absolument fait en sorte de ne pas la représenter. Et d'ailleurs, ça crée des problèmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un trop grand décalage entre ce que l'on est et ce que l'on voit, eh bien, on finit par ressentir de l'amertume, on finit par se révolter, on finit par penser que le monde tel qu'il nous est montré n'est pas celui que l'on vit. Donc ça, c'est
ça, je dirais, c'est nécessaire de modifier ça. Mais en même temps, là où vous avez raison, c'est vrai, effectivement, que le risque, c'est une dérive communautariste à l'américaine, où à l'entrée de certaines salles dans certaines universités, si vous n'êtes pas de telle religion, vous ne pouvez pas entrer. Si vous n'êtes pas de telle couleur de peau, vous ne pouvez pas entrer. Si vous n'êtes pas végétarien, vous ne pouvez pas entrer, etc., etc. Donc ça c'est une société absolument insupportable. Et il faut trouver un équilibre entre une représentation de la société qui soit réelle et en même temps lutter absolument contre ces dérives claniques et communautaristes. Juste un mot sur cette représentation de la société réelle. Vous avez de manière récurrente depuis 20 ans un débat sur les vêtements et notamment les vêtements féminins, les mannequins qui les présentent, qui font tout à 1m80, qui sont filiformes et qui évidemment ne collent pas à la moyenne de la clientèle féminine qui pourrait les acheter. Ça n'a jamais fonctionné. On n'a jamais réussi. De temps en temps, il y a une marque qui se distingue en disant voilà, nous, on présente des vraies femmes qui portent nos produits et qui s'en félicitent et qui sont épanouies. Ça ne marche pas. La pub, c'est pas la réalité. C'est deux choses différentes. Il faut se mettre ça dans la tête, je crois. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je vais laisser le dernier mot aux internautes. Encore 2 réactions pour finir, plutôt critiques, hein, là encore, sur ces initiatives. Celle d'Anthony Montana sur YouTube qui qualifie les réactions des marques de clientélisme cynique, rien que ça. Et puis Chris Cross qui pense qu'en fait, ça va être contre-productif commercialement, ces initiatives. Et ben, on verra ça d'ici quelques mois. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à demain pour un nouveau rendez-vous dans Point de vue. Bonne soirée.